Bonsoir à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ouvre avec vous ce soir les rendez-vous du pôle. Voilà, c'est une initiative que nous avons voulu mettre en place cette année pour plusieurs raisons. La première, c'est celle de faire culture commune, évidemment, et nous avons choisi quelques entrées. Par exemple, comme ce sera le cas ce soir, partager une initiative proposée dans un diocèse afin de vous permettre de pouvoir la connaître, peut-être du coup de la faire rejoindre des initiatives ou des expériences que vous portez vous-même dans vos diocèses. Une deuxième entrée est celle de nous permettre de pouvoir échanger sur des points d'actualité que vous auriez ou qui nécessiteraient que nous prenions un temps d'échange tous ensemble. Voilà, donc sur ces rendez-vous du pôle, nous en avons prévu 5 cette année. Nous avons déjà fixé 3 premiers thèmes parce que c'était des propositions qui nous avaient été faites l'an dernier. Ce soir, vous allez donc être conviés à découvrir ce qu'est le DIFEP, qui est un dispositif d'insertion professionnelle pour les jeunes en situation de handicap. Vous aurez ensuite un deuxième rendez-vous du pôle sur une option climat. Donc vous voyez que ce rendez-vous-là permettra de témoigner d'une initiative portée en diocèse sur la manière de prendre en compte les enjeux du climat dans nos établissements et notamment au lycée. Et puis un troisième rendez-vous que nous avons souhaité faire sur la vie scolaire, puisque nous avons lancé ce chantier en juin dernier et que nous souhaitions prendre un autre temps avec vous pour mutualiser, échanger sur ce domaine de la vie scolaire. Puis après, il y aura 2 autres rendez-vous et ces 2 autres, de façon volontaire, n'ont absolument pas de thème et parce que ça sera une manière pour nous de prendre en compte des points d'actualité ou éventuellement, et c'est là que je vais faire un appel à vous tous, de pouvoir mettre en avant des initiatives que vous proposeriez. Voilà, donc j'espère vraiment que ces rendez-vous du pôle permettront de rencontrer le plus large public possible, nous permettront vraiment de faire culture commune ensemble au sein de notre réseau au niveau de l'ensemble des diocèses de l'enseignement catholique et évidemment, c'est une invitation que nous vous faisons, à ne pas hésiter à revenir vers les membres du pôle éducation pour faire vos propositions ou pour demander, de dire quelles sont les questions et les besoins que vous auriez. Je vous souhaite une très belle soirée et puis une très belle année à tous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Ce soir, nous allons prendre le temps de réfléchir, de présenter, de croiser les regards autour d'un dispositif qui est sous le signe de l'innovation, sous le signe de la création. C'est effectivement une proposition, une réponse suite à des constats qui ont pu être faits. L'idée, c'est de pouvoir explorer, vous montrer comment on peut explorer les marges de liberté que l'on peut avoir et comment on peut créer là où on a l'impression des fois qu'on est bloqué ou qu'on n'a pas forcément d'issue possible. Solveig. Oui, tout à fait, Benoît. Eh bien, déjà, bonjour à tous. Solveig Wattel, je fais également partie du pôle éducation au secrétariat général de l'enseignement catholique. Et ce n'est pas par hasard si notre premier rendez-vous se place du côté des jeunes en situation de handicap et de l'insertion professionnelle. Ce sont vraiment 2 thèmes qui nous tiennent à cœur et qui doivent en cela être promus. Promus parce qu'il y a déjà des dispositifs d'accompagnement pour des accompagnements à la scolarité, on les connaît tous, mais parfois on a eu le sentiment qu'il manquait un maillon entre le monde scolaire et la société, l'employabilité, voilà, aller vers l'emploi. Et là, ce qu'on voulait mettre à l'honneur ce soir et vous proposer, c'est justement cette audace qu'ont eu certains d'accompagner des jeunes jusqu'à l'employabilité. Et c'est vraiment dans des dispositifs, Benoît le disait, innovants, et c'est la force de l'enseignement catholique que d'innover au service des fragilités. Alors, avant un petit peu qu'on écoute nos différents intervenants, je crois que ce qui était un petit peu intéressant aussi, c'est de montrer une certaine extériorité et puis de voir comment ça se passe dans la vraie vie, dans l'établissement. Donc, je vous propose, si on regardait.
Bonjour, je m'appelle Sophie Dumortier, je suis enseignante spécialisée sur le lycée Saint-Martin à Roubaix et à l'origine du DIFEP, qui est un dispositif d'insertion professionnelle pour des jeunes à situation de handicap. Le DIFEP est un dispositif qui est né de lui-même. Il a répondu à des besoins. Ce sont des jeunes qu'on suit à l'année, qui sont intégrés dans nos établissements avec des besoins éducatifs particuliers, une situation de handicap. Et les jeunes qu'on suit ensuite après le lycée partent sur la vie professionnelle, et lors de portes ouvertes, les jeunes sont revenus vers nous et ont exprimé leurs besoins et ont fait un appel à l'aide. On a travaillé ensemble sur un groupe de recherche pour justement trouver des solutions pour aider ces jeunes. Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui. Je pense que oui. Tu te sens prêt? Puis revivre ce que tu as vécu là, avec Parcours 59? Oui. Ça y est? Tu te sens aller de l'avant? On a une facette où on accueille les jeunes qui, pour l'instant, n'ont pas aucune situation et sont justement dans l'idée de trouver des solutions. Donc là, on a un groupe de discussion et de travail collectif. Là, on a des ateliers d'informatique, gestion du CV, entraînement à faire des entretiens. On a une date d'entrée, mais on n'a pas de date de sortie. On prend le temps. C'est hyper important au niveau du DIFEP. On y va, mais lentement, mais sûrement. Et on a un autre volet aussi pour des jeunes qui ont un handicap cognitif un peu plus important, où on reprend en fait des compétences de base. Au fur et à mesure des mois et tout ça, j'ai appris à m'ouvrir aux autres, la confiance en soi. Et là, je trouve que je suis prêt à entamer un service civique. Ou un job. Ou un job. Donc on a Célia qui également s'engage dans un contrat d'apprentissage en titre pro-service, et on a un restaurant traditionnel sur la ville de Roubaix qui donc a pris Célia en contrat 2 ans puisqu'on a un parcours allongé. Elle est venue en premier pour un premier stage d'intégration, donc on l'a intégrée. Après elle est revenue un deuxième stage, elle l'a fait chez nous, ça s'est bien passé. Et puis là elle est revenue la dernière fois chez nous, super bien passé, et j'ai accepté donc de la prendre en alternance pour la faire avancer. Ce sont des jeunes qui, avec leurs difficultés et leur adaptation, ont cette difficulté à être insérés, et donc l'autonomie ne se développe pas, et l'autonomie financière aussi qui est indéniable. Donc on doit justement veiller à ce que cette précarité puisse à un moment donné se débloquer, parce qu'on s'insère professionnellement, on peut débloquer une insertion aussi sociale et personnelle. Alors nous venons de voir des images de ce dispositif, nous l'avons vu en action. Maintenant, on va prendre le temps d'essayer de comprendre d'où vient le projet, comment il est né, comment il a germé et à partir de quelle réalité, de quel constat ça a pu se mettre en place. Alors, on va donner la parole au début à Sophie, que vous avez vue sur la vidéo, qui maintenant va parler en direct et nous raconter un petit peu comment on est passé du constat au projet, Sophie. Bonjour à tous. En effet, c'est un projet, comme l'énonce la vidéo, qui est né naturellement. Ce sont les jeunes qui sont venus vers nous. Donc moi, je suis coordinatrice d'un dispositif Ulysse, un dispositif sur donc, la ville de Roubaix qui a un développement vers une ULIP, qui est donc une unité localisée d'inclusion professionnelle après la scolarisation. Et malgré cette année supplémentaire où on a essayé justement d'amener le jeune à terminer son parcours, puisque certains jeunes, après la notification Ulysse, n'ont plus de notification MDPH qui puisse les suivre. Voilà, donc on a essayé de tenter avec cette année supplémentaire de donner tous les atouts et les outils pour que les jeunes puissent terminer leur scolarité vers une insertion professionnelle. Et on se retrouve plus ou moins sur la période de confinement où on a eu une accélération aussi des constats. C'est que lors de portes ouvertes, les jeunes régulièrement viennent à la rencontre et viennent dire bonjour à l'équipe pédagogique. Sauf que là, les jeunes venaient nous dire bonjour, mais venaient aussi directement faire un appel à l'aide pour nous expliquer que c'était compliqué de trouver un emploi et de poursuivre vers l'insertion pro. Donc une question toute bête était ben, qu'est-ce que tu deviens? C'est souvent ce qu'on demande à nos jeunes. Et le jeune, un jeune sur deux, voire même sur un, nous répondait bah, rien. Alors j'ai dit bah, c'est quoi rien? Bah, rien, je suis à la maison. Puis on réfléchit, on se dit t'es à la maison, mais depuis l'année dernière, non, 2 ans, 3 ans, ça fait 3 ans que tu es à la maison. Et puis on observe le jeune, on repère que le jeune a perdu en confiance, il est un peu plus renfermé.
On observe aussi des jeunes qui, même au niveau bah, corporel, voilà, ont vraiment une baisse d'autonomie, de langage. Et on est interpellé avec l'équipe Ulysse. Et on se dit, mais il se passe quelque chose, on a raté quelque chose. Tout bêtement, en fait, on a remis en cause notre façon de fonctionner, notre dispositif et nos objectifs. Donc, on a retravaillé un peu les objectifs qu'on peut se donner en fin de parcours au lycée, puisque l'Ulysse est positionné sur le lycée et notamment les formations pro. Et on s'est dit, mince, il manque un maillon. Et donc, on est allé avec un groupe, voilà, on a constitué en fait un groupe de bénévoles, enseignants spécialisés, coordinateurs Ulysse, mais également d'autres professeurs qui suivaient ces jeunes. On a discuté avec les parents, on est allé à la rencontre des missions locales et on a cherché ensemble pourquoi on se retrouve face à un mur et un fossé, puisqu'on était littéralement sur un fossé, avec des jeunes qui, malgré notre travail de chercher des outils à l'insertion, n'avaient pas, la notice en fait. Le constat a été que les jeunes n'avaient pas la notif, et la notice, pardon, mais le milieu professionnel ne l'avait pas non plus. Et les missions locales nous ont demandé aussi de travailler sur le pourquoi. Eux n'arrivaient pas non plus à trouver la façon de faire, les mots pour aller chercher et répondre à l'insertion de ces jeunes. Et donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis de trois jeunes qui sont revenus vers nous, ben, des anciens, 5, 10. Et puis ben, les jeunes parlent aux jeunes, les missions locales parlent également. Et on se retrouve avec nos jeunes et des jeunes aussi aux alentours, des dispositifs Ulysse voisins, de l'enseignement privé, de l'enseignement public. Et on a un groupe qui commence à augmenter. Et là, on se dit, mais là, le bénévolat. Ok, mais il faut dépasser les constats. Et donc, tout bêtement, en fait, je suis montée un peu plus haut et je suis allée voir mon chef d'établissement pour lui faire parvenir ces constats. Et on a intégré notre chef d'établissement dans le projet, on lui a expliqué, on lui a donné quelques chiffres, quelques témoignages de parents, de jeunes. Et donc, on a travaillé ensemble sur l'idée de trouver un vrai projet et une vraie solution pour ces jeunes. Merci beaucoup, Sophie. Bien justement, tu me relances à juste titre. Donc, déjà, ce projet ne vient pas de nulle part. Il y a un état des lieux, il y a un groupe de recherche, il y a véritablement une évaluation diagnostique du terrain et des partenaires, et ensuite aller voir son chef d'établissement. Ben justement, nous avons la chance d'avoir Jean-Luc, qui est le chef d'établissement de Sophie. Et on aimerait bien voir du côté du chef d'établissement cette fois-ci. Jean-Luc, comment tu as un petit peu accompagné ce projet qu'une de tes enseignantes te proposait pour finalement construire un dispositif et un petit peu quels sont les différents temps que tu vois, à la fois les temps courts, les urgences, et puis des temps un petit peu plus longs. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, Sophie m'a interpellé avec son équipe sur cette difficulté des jeunes qui sont sortis du dispositif Ulysse, ULIP, hein, donc plus de notification, et qui se trouvaient un peu à la marge et perdaient toutes les compétences acquises. Et donc, ma première action, c'était de dire bravo, je suis là avec vous, hein, donc beaucoup de confiance, hein, parce que c'était important de leur dire l'établissement et la direction suit ce projet qui me tenait à cœur personnellement, puisque ben, des Ulysses, j'en ai eu dans mes différentes fonctions. Mais bon, avant tout, c'est quand même de voir dans le cadre et de rester dans notre cadre, c'est-à-dire bah, déjà relire notre projet d'établissement, notre projet éducatif, est-ce que ça rentre dans ce dispositif? Et ensuite, je me suis dit, bon, on va voir au niveau légal, au niveau technique, hein. Et donc, très rapidement, on a été confronté à des interrogations et déjà avant tout au niveau des instances. Donc, mon rôle, je pensais et je pense toujours que c'est de faire du lien. Et donc, je suis allé voir la direction diocésaine de Lille
en ce temps-là Hubert Antoine, pour le citer, qui a donné, j'allais dire, a eu un regard très, très positif sur ce projet. Et très rapidement, nous avons donc vu avec les 3 diocèses de l'Académie de Lille pour dire de créer quelque chose. Suite à ça, l'aspect technique, on s'est vite rendu compte que en fait, bon, ça devenait un système privé-privé, puisque les jeunes devaient être de nouveau insérés dans notre établissement, mais sans statut, puisque pas lycéen, pas de notification, pas d'ULIS. Donc là, on arrive à une filière privée-privée, comme on peut dire. Hein, et bien sûr, il fallait l'aval de la direction du directeur diocésain qui a travaillé avec nous sur ce projet, et bien sûr le comité de gestion. Et donc là, le comité de gestion, on a la chance d'avoir un comité de gestion de la fresque qui regroupe les 4 lycées roubaisiens, et je pense que c'est une force dans ce projet. Sophie en dira plus, hein, puisqu'elle peut s'appuyer sur différents lycées. Mais le président de gestion a bien sûr soulevé des difficultés. Bon, annoncer, changer les statuts de l'OGEC, préciser qu'il y a du privé en accord avec la direction diocésaine, c'est très bien. Mais pour y faire quoi et comment c'est financé? Et donc là, on arrivait à un deuxième temps, qui était le financement de ce dispositif. Et comme disait Sophie, le bénévolat a ses limites, hein. Et donc, notamment, le collègue Ben Ali qui prendra la parole tout à l'heure, hein, l'éducateur en insertion, donc faut bien le rémunérer. Et donc, nous avons pris attache avec la Fondation Saint-Mathieu pour trouver des financements. Donc voilà, ça c'est le premier rôle, c'est l'aspect technique, l'aspect légal, politique, hein, et surtout être le facilitateur dans la création, le suivi et même le devenir. Hein. Et donc voilà un peu comment je voyais les choses. Surtout aussi canaliser les parents. Parce que comme l'a souligné Sophie, c'est quand même compliqué parce qu'il y a des parents, tant qu'on est en ULIS, en CLAD, ULIS, collège, ULIS, lycée, ULIP, pourquoi pas, on est dans un dispositif, mais quand on commence à parler d'RQTH, là, ça commence à piquer et c'est un peu plus délicat parce qu'on touche vraiment à des choses privées, délicates, d'acceptation du handicap de l'enfant dans le milieu professionnel et l'insertion professionnelle. Et donc, à ce niveau-là, il fallait que, et j'ai pu vraiment m'appuyer lorsque j'avais des rendez-vous de parents sur les compétences de mon équipe, hein, pour vraiment parler de l'aspect technique et pédagogique. Ça, c'est un premier point. Au fil du temps, on a soulevé d'autres problèmes. C'est que les missions locales ont commencé à se pencher sur le dispositif et il fallait donc quand même que ces jeunes soient rattachés aux missions locales pour avoir un statut, ne serait-ce que de chercheur d'emploi, etc. Mais ça sous-entendait aussi une certaine prestation, un certain conventionnement. Et donc là, politiquement, ça pose problème et c'est l'étape actuelle, c'est de réfléchir comment on peut faire pérenniser ce dispositif et comment faire pour qu'il devienne juridiquement viable. Puisque comme il y a des prestations, il y a des frais, il y a le fisc qui peut mettre son nez, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que hein, les personnes qui nous écoutent comprennent un peu la situation, en sachant que si on fait des prestations, on a aussi la chance, par cette prestation actuellement, de se rattacher à la REP et à l'UFA. Donc, on a un centre de formation, hein, et donc ça aussi, c'est important. Un lycée seul, sans centre de formation, aura du mal à suivre les jeunes, hein, et rémunérer les formateurs. Donc ça, c'est un atout. Mais là, actuellement, on réfléchit à la création d'une association. Alors, personnellement, mais l'équipe, Sophie qui pilote l'équipe en général, est consciente que l'important, c'est de rester rattaché à l'enseignement catholique, à ses valeurs, à un comité de gestion, hein, pour que ce ne soit pas du freelance, excusez-moi l'expression, mais voilà. Hein, on est dans l'enseignement catholique, c'est un projet innovant dans l'enseignement catholique et on y tient. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce dispositif et à ce que j'ai pu amener comme technique. Merci Jean-Luc. Alors, nous avons vu la place importante du constat qui a été faite au début, hein, la question aussi de l'évaluation des besoins des jeunes, mais aussi ensuite l'évaluation
en termes de moyens et la question de la mise en œuvre que Jean-Luc vient d'aborder. Mais il semblerait intéressant qu'on puisse revenir aussi sur un enjeu qui a été évoqué dès l'ouverture par Solveig, la question de l'insertion. On a parlé d'un projet innovant et on a dit pourquoi s'intéresser à l'insertion et particulièrement l'insertion de jeunes porteurs de handicap. Ça nous semble intéressant de revoir avec vous justement quelle conception de l'insertion, comment vous l'abordez, comment vous abordez ce concept et comment vous travaillez autour de ce concept-là et comment il nourrit votre démarche. Et puis, comme l'a évoqué Jean-Luc aussi, comment elle s'est éclairée par cette vision de l'anthropologie chrétienne et par le projet de l'enseignement catholique. Sophie. Quand on accueille un jeune, l'idée c'est de revoir son projet. Pas forcément une remise à zéro, mais voilà, on se pose et on analyse avec lui son parcours, où il en est, et on essaye d'observer. Alors, c'est compliqué au départ parce que nous, c'est vrai qu'on a une visée, on est dans le pédagogique, on est enseignant, et donc là, on essaie de prendre une hauteur supplémentaire et on va observer, regarder le jeune plus comme un élève, mais comme une personne. Et, et donc l'idée est de discuter avec ce jeune, cette personne, pour essayer de comprendre quel est son projet d'avenir, son projet personnel de construction, et donc d'établir un diagnostic qui va un peu plus loin que une évaluation des compétences pédagogiques. Donc, on a différents groupes. On a des jeunes qui ont terminé leur parcours scolaire et qui donc recherchent un emploi. Et on a donc des jeunes qui sont en recherche de reprise de formation. Donc, on a deux groupes qui se distinguent. Et on joue beaucoup la carte du collectif, c'est-à-dire que les jeunes sont rassemblés et on va discuter ensemble et on va poser, je dirais, poser sur la table les freins, les qualités, et ensemble, les jeunes vont s'entraider à essayer de trouver ce projet. L'idée, c'est vraiment cette globalité. Et ça a été nouveau, et pour ça, il a fallu trouver des partenaires autres que nous, enseignants ou coordinateurs Ulysse. Et ça a été l'objectif quand on a fait un appel à projet pour trouver justement des ressources financières pour avoir de l'humain, puisque le projet du DIFEP, c'est d'avoir des ressources humaines, hein, plus que du matériel. On a besoin de financement pour des ressources humaines. L'idée a été de trouver une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir aller encore plus loin que notre regard d'enseignants et de coordinateurs. Et donc, l'idée a été de trouver un budget pour embaucher une personne qui avait ce regard de l'insertion pro. Et l'idée, ça a été un peu c'est le choc de deux mondes. Au départ, ça a été un choc de deux mondes. Nos compétences en tant qu'enseignants, coordinateurs, éducation, et les compétences de l'insertion pro. Et essayer de trouver dans cette faille les choses qui vont être, les objectifs qui vont être communs. Et en fait, l'objectif commun, c'est la construction de la personne, c'est de savoir vers quoi elle veut tendre, et avec ses freins, ses difficultés, comment on va aller justement chercher ce projet. Et donc, l'idée, c'est d'aider le jeune, mais aussi d'aider le milieu accueillant, l'environnement accueillant. Et donc, l'idée d'embaucher un chargé d'insertion nous a permis d'élargir, en fait, d'être dans la co-responsabilité, dans la co-construction du projet d'un jeune plus qu'un élève. C'est vraiment ça, c'est l'affaire de tous, en fait. On se dit qu'à un moment donné, on est en fin de parcours scolaire et on va vers la porte de l'insertion pro. Et où est cette passerelle où, à un moment donné, chaque monde, on va se lier, on va se donner en fait les objectifs pour aller accompagner et amener le jeune vers ce nouveau monde. Comme tu le disais effectivement, Sophie, c'est une opportunité pour les jeunes que nous accueillons, ce dispositif. C'est aussi une opportunité pour les adultes. C'est un moyen de croiser des compétences qui ne se rencontraient pas forcément, mais il y a cet enjeu, il y a cette urgence à croiser nos compétences d'adultes pour une insertion opérante. Et justement, on t'a vu également, Ben Ali, dans cette vidéo précédente. Comment un petit peu
t'es-tu inséré dans ce projet d'insertion, dans ce dispositif, cette fois-ci du côté de l'intermétier, donc des partenaires, donc en tant que aussi travailleur social? Bonjour tout le monde, moi je suis donc Ben Ali, travailleur social, donc j'ai été recruté en tant que travailleur social. Ma mission c'est de proposer un accompagnement social et professionnel des jeunes en situation de handicap. Comment se fait le travail? Du coup, moi je vois les jeunes en, en collectif et en individuel. En collectif, c'est la base, hein, c'est savoir être qui je suis, comment je me positionne, c'est quoi une asso, c'est quoi une entreprise. C'est quoi un établissement scolaire? C'est quoi un CDD? C'est quoi un CDI? C'est quoi un service civique? C'est quoi un contrat de travail? Comment je vais le décrypter? À partir de quand je postule? Et après, quand en collectif, on sent que les ou le jeune est prêt, donc du coup, on, on va travailler en individuel. Donc moi, je vais les accompagner, hein. Tout simplement, s'il faut aller à la mission locale, je vais aller avec le jeune à la mission locale. Euh, Pôle emploi, pas beaucoup parce qu'ils ont moins de 25 ans, donc c'est plus la mission locale qui va travailler avec eux. Pôle emploi va les orienter vers la mission locale. J'ai dit tout à l'heure socialement parce que avant de taffer, on va regarder si le jeune est prêt. Donc ça peut être j'ai un compte en banque, je suis à jour au niveau administratif, donc j'ai une carte d'identité valide, j'ai un numéro de sécu. Euh, Ça va être ça, ça va être aussi pourquoi pas travailler sur la mobilité. Un jeune qui a un projet plus ou moins intéressant, c'est se déplacer, c'est être mobile, c'est positionner sur le passage du permis, vérifier si le jeune a sa carte de transport. J'insiste, hein, parce que la plupart, ils se positionnent comme personne à la recherche d'un emploi, mais en amont, ils ont plein de difficultés. Ils ont un compte en banque. C'est pas un compte en banque, c'est un livret A. Donc, du coup, ça pose énormément de problèmes. Et, et à côté de ça, je parle de la mission locale parce que c'est pas notre principal interlocuteur, mais on travaille beaucoup avec la mission locale. Je vais aussi accompagner les conseillers. Parce que même s'ils ont un conseiller handicap, je vais conseiller, je vais tenter d'analyser la situation socio-professionnelle du jeune et voir ensemble quelles solutions on peut apporter aux jeunes. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, temps de faire un petit bilan déjà de cette première partie de rendez-vous du pôle que nous vivons ensemble pour la première fois. Donc, finalement, puisqu'après, on va laisser la parole à d'autres initiatives qui se sont lancées, mais vous êtes ceux qui avaient le plus de recul sur le DIFEP. Donc, vraiment, en une question, pour vous, quelle est la valeur ajoutée de ce dispositif pour les jeunes que vous accueillez? Alors, la valeur ajoutée, ben, en tant que chef d'établissement, je pense que c'est l'image que Saint-Martin, entre autres, mais l'enseignement catholique en général, peut donner, hein, aux différentes instances, hein, que ce soit les missions locales, les jeunes, les familles. J'ai essentiellement envie de dire que la valeur ajoutée, c'est de montrer notre bienveillance, hein, qui continue après le départ du système dit classique, mais en toute vérité. Et je pense que ça, c'est nouveau pour les enfants. Comme disait Ben Ali, il faut leur donner les outils, il faut leur donner la vérité de la vraie vie, comme on dit, hein. Et donc, il faut être bienveillant, mais en vérité avec les parents. Et donc, je pense que ça, c'est la plus-value que l'on peut, non pas recevoir, mais apporter aux familles, tout compte fait, hein. C'est que on les aide en leur disant, faut pas se mentir. Votre enfant, oui, il est porteur d'handicap. Oui, il va galérer. Et oui, on va essayer de l'aider. Mais il faut qu'il ait les outils. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est deux lettres, le co. C'est la co-responsabilité, la co-construction, le co-partage des connaissances qu'on va développer entre les deux mondes, qui est le monde de la scolarité, le monde de l'insertion. Pour moi, la grosse valeur ajoutée, c'est l'affaire de tous, c'est de comprendre que un parcours, ça ne s'arrête pas parce que la notification est terminée, parce que la scolarité est terminée. L'idée, c'est le maillage, la passerelle qu'on va donner. Et ça, c'est une valeur ajoutée essentielle
pour qu'on puisse passer de l'idée je suis un élève à je suis une personne et je vais l'accompagner jusqu'à la porte pour pouvoir ensuite lui lâcher la main. Donc c'est vraiment le co. Ben Ali? Moi, je vais faire simple et je ne suis pas aussi bon que Sophie. Moi, c'est accompagner les personnes en situation de handicap comme des personnes à part entière. C'est plus simple. Merci à vous trois et puis merci aussi à ce projet qui est ancré dans un territoire, un espace et une histoire. Et justement, on va voir, en tout cas qui c'est dans une histoire, mais aussi qui a été inventé à la marge de ce qu'on connaissait déjà, qui a été exploré ce qu'on connaissait et puis aussi pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Et ben, il y a d'autres établissements aussi qui font des constats, qui font des bilans et qui essayent de faire bouger les lignes et d'aller penser aussi des stratégies à la marge pour essayer d'accompagner des jeunes en situation de handicap sans solution d'emploi, de stage ou de poursuite d'études. Donc l'idée maintenant, c'est de donner la parole à deux initiatives naissantes. On voit que le DIFEP est déjà bien installé, qu'il y a une histoire, on a bien vu la chronologie, le temps avant la Covid, après la Covid, pendant la Covid. Donc on voit cette histoire qui s'est ancrée dans une réalité. Et maintenant, on va donner la parole à un premier projet qui est en train d'émerger et qui a déjà commencé à poser les premières pierre de la nouvelle aventure et de cette innovation. Donc, c'est l'établissement Sainte-Thérèse à la Garche. Et nous allons donner la parole à deux personnes, quelqu'un de la direction et quelqu'un qui, effectivement, comme on l'a entendu tout à l'heure, Sophie à deux voix, un témoignage à deux voix. Donc, on vous entend toutes les deux. Allez-y. Merci, bonjour. Donc Sophie Rollet, chef d'établissement du lycée hôtelier de la Guerche de Bretagne. Marie de Belair, je suis enseignante spécialisée, je coordonne le dispositif ULIS et le dispositif GAP qu'on va vous présenter. Donc moi je vais présenter l'établissement, c'est un établissement de taille humaine qui accueille 220 élèves du CAP au BTS. Nous sommes en milieu rural, nous sommes à 50 km de Rennes et à 30 km de Vitré. Donc la mobilité, le manque de mobilité et puis la difficulté dans l'insertion professionnelle est réellement présente sur notre territoire. Donc, avec Madame de Belair, nous avons essayé depuis quelque temps de travailler sur ce sujet en mettant en avant les orientations de l'enseignement catholique via l'inclusion et puis donc tout ce qui est mixité sociale. Et nous avons été aussi appuyés par la direction diocésaine d'Ille-et-Vilaine pour vraiment amorcer cette dynamique, cette initiative. Et nous avons donc intitulé notre dispositif GAP, c'est-à-dire Génération Ambition Professionnelle. Et je vais laisser donc Madame de Belair présenter la genèse de ce projet et puis aussi le déroulement de cette initiative, sachant que nous démarrons, comme ça a été dit, depuis septembre de cette année. Merci, Madame Rollet. Effectivement, je pense que je vais rejoindre un peu ce qui a été dit par Sophie juste avant. Ce qu'on constatait au lycée, c'est que tant qu'ils sont au lycée, nos élèves, ils sont plutôt bien accompagnés. Il y a le dispositif ULIS, il y a des AESH, et on arrive à les accompagner jusqu'à la validation de leur CAP ou au moins un portefeuille de compétences. Par contre, après, on était assez désolés, assez frustrés de ce qu'on pouvait constater pour nos élèves quand ils revenaient nous voir, effectivement. Pourquoi ce qu'on constate, c'est que certains arrivent à démarrer, ont un premier emploi, mais n'ont pas su comment présenter leur handicap et les besoins. Parfois, ils avaient un peu envie de le cacher et ils ont démarré en fait le métier sans essayer d'expliquer les adaptations dont ils allaient avoir besoin pour que ça tienne dans le temps. Et de fait, ça ne tient pas dans le temps. Au bout de 3-4 mois, il y a une rupture du contrat. Deuxièmement, ce qu'on a pu constater, on a aussi des familles qui sont éloignées du domaine de la restauration, qui est notre spécialité, et ils ne savaient pas comment accompagner leurs élèves dans ce domaine-là. Et en milieu rural, on a une vraie problématique autour de la mobilité. Quand il y a un car qui passe dans la ville, c'est déjà pas mal, et s'il passe pour les amener à 7 heures au travail, ça c'est un vrai défi. Donc la mobilité, c'était un vrai frein pour qu'ils trouvent du travail dans leur domaine. Et enfin, on a, comme certainement vous avez aussi à Roubaix, des élèves dont le handicap ne permet absolument pas de se projeter. Ils ont vraiment besoin de faire les choses étape par étape. Quand c'est leur dernière année de CAP, quand on essaie de leur parler de « mais toi, tu te projettes dans quoi et comment tu vas faire en septembre, etc. » Mais eux, ce n'est pas du tout leur réalité, ils n'en sont pas là. Ça les gêne énormément qu'on leur pose cette question-là. Ils ont besoin d'abord de terminer leur CAP avant d'envisager la suite. Donc, c'est des élèves
qu'on a besoin de continuer à suivre après la fin de leur CAP pour passer à l'étape, eh ben, on va t'aider à trouver du travail. On trouvait qu'ici au lycée, ben, on a quand même une expertise, on sait faire, on connaît les élèves, on les accompagne, on connaît leurs besoins, on sait comment adapter les lieux de stage parce qu'on l'a fait pendant 2 ans ou 3 ans et on se sentait vraiment légitime à avoir une place là dans l'insertion professionnelle de nos élèves qu'on connaît bien, dans un territoire qu'on connaît bien parce qu'il est à l'œuvre en permanence. Et quand on a vu cet appel à projet de la Fondation Saint-Mathieu, ça a été pour nous un vrai déclencheur de se dire, bah là, on souffre de ne pas pouvoir accompagner mieux que ça nos élèves. Là, on a une opportunité financière d'avoir un coup de pouce pour vraiment se lancer. Donc, c'était le moment. On s'est assis, on a réfléchi, on a proposé un projet. Notre projet, donc on l'a dit, hein, c'est vraiment les balbutiements, mais notre projet, on a souhaité qu'il repose sur 3 axes qui nous semblent prioritaires à travailler pour nos élèves. Le premier axe, c'est vraiment le maintien des connaissances cognitives et professionnelles. Comme ça a été dit, c'est des élèves qui perdent extrêmement vite des compétences intellectuelles, qui perdent aussi énormément de capacité à être ouverts aux autres, à rester en mouvement, à rester dans une dynamique de chercher du travail. Donc, on souhaite les accompagner. Ils sont accueillis au lycée au moins une journée par semaine pour faire des TP, des cours, travailler sur leur CV, la démotivation, etc. Deuxième axe qui nous semblait très important, c'est des élèves qui ont besoin de comprendre quels sont les partenaires de la vie professionnelle, mais ce n'est pas des élèves à qui il suffit de donner une plaquette et de dire, au fait, la mission locale, ça existe, il faut qu'on les y accompagne. Donc, un peu comme faisait le responsable de l'insertion professionnelle, c'est effectivement les emmener à la mission locale. Alors, en Ille-et-Vilaine, on a cette particularité-là d'avoir Cap Jeunes au sein de la mission locale qui est vraiment spécifiquement dédiée aux jeunes en situation de handicap qui cherchent du travail. Et on va rencontrer Nadège, parce que Nadège, on la connaît, et donc on les amène jusqu'à la mission locale, rencontrer Nadège et vraiment la voir pour les rassurer. Ça les rassure. Vu le handicap qu'on accompagne, rencontrer les personnes réellement, c'est important. Troisième axe, et c'était, je pense, ce qui a fait notre différence, c'est qu'on croit viscéralement au rôle des associations. Pourquoi? Parce qu'on est en milieu rural et que ce qui fait vivre les campagnes et ce qui donne de la vie dans les campagnes, ce sont les associations. Il y en a énormément, il y a toujours des cafés associatifs, des manifestations culturelles, artistiques, des petits concerts. Il y a toujours quelque chose qui se passe le week-end. Et dans ce quelque chose qui se passe, il y a toujours une petite buvette à tenir ou un petit snacking. Et là, nos élèves, ils ont un savoir-faire à défendre et ça leur permet de rester ouverts par rapport à leur insertion professionnelle. Donc, on va les amener à se trouver une association dans laquelle on souhaite qu'ils s'investissent et qu'ils deviennent adhérents ou bénévoles. Nos leviers, comme l'a dit Sophie, on est ici aussi une équipe et c'est ça qui a fait qu'on s'est lancé, je pense. Dès qu'on a su qu'on était retenu pour le projet, tout de suite, il y a énormément de monde qui s'est manifesté pour faire partie de l'aventure. On est des enseignants, des AESH qui sont contents de pouvoir accompagner leurs élèves au-delà des 2-3 années du CAP. Notre point commun, c'est notre enthousiasme. On est hyper content de pouvoir sortir un peu du cadre éducation nationale et se dire, eh bien là, on n'a qu'à créer, innover, et c'est quand même assez enthousiasmant. On a un réseau de professionnels qui sont vraiment habitués à accueillir des élèves en situation de handicap sur lesquels on peut compter pour co-construire les choses, pour que ce soit en adéquation avec le terrain. Et on a des partenaires missions locales qui sont... on est en train de construire les choses, mais effectivement, nous aussi, il y aura un aller-retour. Soit on fera appel à eux pour faire des ateliers, soit eux nous enverront des jeunes qu'ils accompagnent vers l'hôtellerie-restauration. On a des freins, évidemment, dans ce lancement. Déjà, la mobilité, c'est une vraie difficulté. Quand ils habitent la Guerche ou Vitry, ça va parce qu'il y a des cars qui passent, mais quand ils sont dans les petites villes autour, c'est vraiment compliqué. Il y a des élèves qui sont un peu rigides sur ce qu'ils veulent trouver. Parfois, ils veulent trouver un restaurant dans la commune où ils habitent. Parfois, il faut aller voir un peu plus loin. Il faut l'adhésion de la famille, surtout pour tout ce qui est côté associatif. Il faut que la famille croie dans cette valeur ajoutée et qu'elle soutienne ça. Et le dernier frein, je vais laisser ma chef d'établissement vous le présenter. Alors, c'est par rapport à la communication. Donc, j'ai décidé en fait de ne pas forcément communiquer pleinement sur ce dispositif pour la simple et bonne raison, en tant que chef d'établissement, je ne souhaiterais pas que notre lycée soit catalogué comme bien un établissement à besoins éducatifs particuliers, un établissement qui accueille que des jeunes en situation de handicap.
Donc, la communication, elle s'est faite bien évidemment en interne et en externe, elle s'est faite qu'au niveau des partenaires. D'accord. Ben merci Sophie, merci Marie. Alors, deuxième initiative, hein, justement, un petit peu pour montrer que on bouge dans l'enseignement catholique et que c'est normal puisque c'est un petit peu la vie, tout ce mouvement. Cette fois-ci, nous allons du côté de Marmande, à Notre-Dame de la Compassion. Donc, on a Nicolas, le chef d'établissement. Nicolas, je te laisse te présenter et présenter un petit peu ton initiative, comment les choses se sont passées pour toi pour cette rentrée. Bonsoir à tout le monde. Déjà, bravo à toutes les équipes, là, que ce soit Jean-Luc ou à Sainte-Thérèse, là, pour leur travail. Merci aussi à Jean-Luc parce qu'il nous donne des conseils. Il a pris du temps pour nous, donc je tenais à le remercier. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir partager et c'est là où on voit les vraies valeurs de l'enseignement catholique. Donc, moi, chef d'établissement d'un lycée à Marmande, entre Bordeaux et Toulouse, hein. Vous tracez un trait, on est au milieu, 1 heure de Bordeaux, 1 heure de Toulouse. Moi, j'ai un lycée pro, un lycée général, lycée techno et un UFA depuis 2 ans. On a un dispositif Ulysse, donc même constat que tout le monde, hein. On arrive à faire obtenir un CAP, un bac pro à nos élèves ou un livret de compétences. Et malheureusement, après, 6 mois après, quand on les rappelle, on s'aperçoit qu'ils sont à la maison, qu'ils se désociabilisent. Et ça nous peine, ça nous peine. Donc, on a essayé de trouver des solutions. Il y a ma coordinatrice, Amélie Michelot, qui fait un gros travail avec une surveillante, Vanessa Bruno. Là aussi, on a fait des constats. On revient toujours sur les mêmes constats. Donc, on a essayé de trouver des solutions. Nous, on est vraiment sur une terre rurale, hein, c'est le sud-ouest, donc c'est être mobile. Donc là, moi, je me suis rapproché des élus, hein, autour de l'agglomération pour essayer d'avoir des navettes pour que les bus se déplacent de plus en plus loin. Il y a des associations aussi qui permettent d'obtenir le permis plus facilement. Ils mettent à disposition aussi des voitures, donc des vélos électriques. Donc il y a tout un cheminement aussi. Du coup, ça fait émerger plein de choses au niveau du territoire. L'autonomie aussi, hein. Donc nous, le projet, c'est de rendre autonomes ces jeunes, hein, pour qu'ils trouvent, pourquoi pas, un emploi, qu'ils puissent faire aussi les démarches administratives, hein, seuls. Voilà, comment on gère son argent, comment on va renouveler sa carte d'identité, par exemple. Enfin, voilà, des choses simples. Bouger aussi, faire du sport. Donc, moi, j'ai la chance d'être sportif et je me suis rapproché de la Fédération de sport adapté. Donc, tous les mercredis après-midi, nos jeunes pourront participer à des événements du sport adapté. Et ils se déplacent aussi directement dans les établissements. Donc, ça, c'est un partenariat qu'on est en train de mettre en place. Mais voilà, avec les Jeux paralympiques, il faut profiter des leviers pour actionner. Donc, ça aussi, c'est bien parti, mais c'est important. Ça permet de créer du lien aussi. Et c'est vrai que c'est des jeunes qui ne faisaient pas forcément du sport. Donc, profitons des Jeux paralympiques. Et également, c'est faire des stages chez nos partenaires. On est en train de créer un gros réseau de partenaires. Moi, je suis sur pas mal de clubs d'affaires pour l'UFA. Et ils ont envie de jouer le jeu aussi, hein, de prendre des jeunes RQTH, notamment, notifiés, les mettre en immersion. Donc, c'est des stages, hein, ça ne leur coûte rien, 1 semaine, voire 15 jours. Mais ça permet de leur faire aussi une première expérience et voir après s'ils veulent aller plus loin. Donc, tout ça, c'est pas évident, hein. Honnêtement, moi, je retiens une phrase, il faut apprendre à oser, hein. Nous, on ose ici. C'est difficile, hein. On a répondu à un appel d'offres de la Fondation Saint-Mathieu pour des projets d'innovation. Donc, on a eu la chance d'être accepté, d'avoir une partie du financement RH. Donc, nous, on est très contents. Logec joue le jeu aussi, hein, donc ça va coûter des sous, hein. Il faut que c'est toute l'équipe, hein, qui joue le jeu. Ça va de la comptabilité, du chef d'établissement, des adjoints, des enseignants, des surveillants, des parents aussi, de tous nos partenaires. Euh, Ça permet de voir les choses différemment. Moi, ce qui me plaît, c'est que nous, on ne fait pas de différence avec le handicap. C'est important, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est des personnes à part entière. Et on les prend vraiment comme des personnes normales. Moi, j'aime pas, hein, le mot normal, mais en tout cas, ils apprécient. Les parents apprécient aussi. Euh, et on arrive à trouver des solutions. Il y en a qui sont intégrés à des associations. Il y a des contrats civiques aussi, c'est important, mais on n'y pense pas tout le temps. Mais certains
sont en contrat civique. Et nous, on aimerait aller plus loin, hein. Pourquoi pas créer une entreprise, faire un bar associatif, travailler avec les EHPAD. Donc, il y a plein de choses qui sont en réflexion, on nous donne des idées. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser, hein. Mais voilà, en tant que chef d'établissement, on a plein de missions, mais je pense aussi que ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de l'ADN de l'enseignement catho, et il y a plein de choses à faire. Alors, c'est sûr qu'on va être chef d'établissement, qu'on va être carriériste, il faut pas faire ça, hein. C'est pas ce qui va être le plus médiatisé, c'est pas évident. Les politiques, quand il y a un petit article de presse ou un journaliste, donc là, ils répondent présent, mais sinon, il faut se battre. Il faut pas avoir peur de sortir du bureau, pousser les portes, et nous, c'est ce qu'on fait. Moi, ça me plaît. Mais en tout cas, ça répond, c'est ça le plus important. Et qu'on voit le sourire de ces jeunes, qu'on voit le sourire aussi des familles, parce qu'ils se retrouvent seuls, hein. Il faut le noter, ces familles, après, se retrouvent seules. Euh, donc, la finalité, c'est pas juste un diplôme, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut pas s'arrêter au diplôme. Moi, par exemple, je donne plus les stats de mes réussites du bac, du CAP, du bac pro. Je parle de réussite humaine, et ça, c'est le plus important. Donc, certains, ils n'auront pas le CAP, ils n'auront pas le bac pro, mais c'est ce qu'on fait aussi derrière avec eux. Comment on les apprend à devenir adultes. Tout ça, c'est très important. On l'oublie souvent, hein. On reste dans des statistiques, des chiffres, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Donc, faites comme nous et avancez, jouez le jeu, et vous verrez, ça en vaut vraiment la chandelle. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, je vois l'heure, nous sommes déjà à la fin, comme quoi les choses passent très très vite. Ce que je vous propose, c'est chacun de nos intervenants de dire un dernier mot, une conviction sur l'insertion professionnelle, pour en quelque sorte, voilà, je crois faire le tour de la question pour ce soir. Alors, Ben Ali me dit que les jeunes en situation de handicap doivent avoir la même chance que tous et que, en effet, on était sur les droits de l'homme et de la personne. Je poursuis avec ma conviction. Alors, j'en ai deux, malheureusement, désolée. Alors, une conviction, c'est vraiment un besoin. C'est un besoin urgent et réel. Et ma deuxième conviction, parce qu'on a un petit peu de recul, c'est que ça fonctionne. En fait, les premiers chiffres sont très bons. On a fait un premier bilan, je ne vais pas les donner là parce que c'est numérique, mais en fait, les chiffres sont très très bons. Et sur le groupe de 30 jeunes, on a 70% de jeunes qui ont été insérés de façon réelle. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout et les suivre jusqu'au bout, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, le peu qu'on a mis en place et la petite passerelle, ça fonctionne réellement. Donc, c'est qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour arriver justement à notre objectif d'aller jusqu'au bout. Oui, on en discutait, on rebondit sur le mot qui a été choisi par Monsieur Audu et juste avant, effectivement, c'est vraiment ça. On n'en est qu'au début, nous, mais c'est oser. Oser se lancer et la conviction que les lycées professionnels ont une vraie légitimité à trouver cette place-là juste avant l'insertion pro. Je reprends aussi l'image de Sophie qui parlait d'un pont où il faut que chacun tende les mains les uns vers les autres. Et effectivement, le lycée pro tend la main aux partenaires de l'insertion pro et on va y arriver, on va leur trouver du travail et ils auront une vraie vie comme tout le monde, quoi. Je laisse la parole à ta chef d'établissement. Et donc moi, je dirais qu'en fait, au sein d'une équipe, il faut oser innover, hein, se lancer des défis, c'est important, pour accompagner au mieux nos jeunes et puis eh bien, les aider vraiment à s'émanciper et s'épanouir dans le milieu professionnel. Moi, je vais rester dans le domaine sportif, hein. Beaucoup de gens rigolaient quand on a voulu lancer ce type de projet. Donc moi, ma phrase, c'est très simple. Le dire fait rire, le faire fait taire. Jean-Luc. Oui, moi, ma conviction, c'est que en fait, tous ces beaux projets répondent à notre mission première, c'est-à-dire poser un regard sur les plus démunis, hein, les exclus du système. Et je pense que là, on répond totalement à notre mission et la mission de l'enseignement catholique. Merci beaucoup, Jean-Luc. Eh bien, merci à ceux qui ont suivi en direct donc ce premier rendez-vous du pôle, puisque nous sommes dans quelque chose d'un petit peu innovant. Je vous rappelle que vous avez le replay, mais à la différence des autres replays à l'époque des webinaires, vous allez trouver d'autres ressources. Donc, des ressources qui ont été données par les intervenants, des podcasts, des diaporamas,
des liens vers leur site d'établissement parce que l'important, c'est de faire réseau, c'est une de nos forces. Donc, n'hésitez pas, même si vous l'avez vu en live, à le revoir en replay, ne serait-ce que pour avoir des documents pour aller plus loin. Et puis, il me reste à vous dire au 18 novembre pour le deuxième rendez-vous du pôle. Merci à chacun. Bonne soirée.